Bonsoir. La Guinée rend un dernier hommage à Nabilaï Kamara, triple champion d'Afrique avec le AFIA 77. Il repose désormais au cimetière de Cameroun. Qui était Corso ou Papa Kamara? Témoignage dès le début de ce journal. Nous irons à l'Abbé. Sur place, des femmes se battent pour leur autonomisation. Comment gagner ce combat? Une campagne est lancée dans la ville et à Fougou et Kona, deux sous-préfectures du Fouta. L'opération gagne du terrain. Pendant ce temps, à Kindia, les forêts périurbaines se portent mal. À Koukou, par exemple, c'est l'anarchie. Le site se dégrade et des jeunes du mouvement social interpellent les autorités sur les risques de cette situation. On les entendra dans ce journal. Bonsoir, merci de regarder la télévision nationale. Ce qui concentre l'attention ce soir, hommage à Papa Kamara. Des centaines de sportifs, admirateurs de l'une des figures emblématiques du football africain, se sont rassemblés au stade du 28 septembre ce dimanche. Le chef de l'État a fait le déplacement pour rendre hommage à l'ancien capitaine du AFIA 77, Mohamed Lamine Souma. Nabilaï Kamara Papa, ancien capitaine du célèbre AFIA 77, triple champion d'Afrique et du Sili national, a rejoint sa dernière demeure ce dimanche 7 janvier 2018 au cimetière de Cameroun. Peu avant, la famille sportive de Guinée lui a rendu un dernier hommage bien mérité. Tout le peuple de Guinée s'est associé à cette cérémonie funèbre. Cérémonie qui a eu lieu dans l'enceinte du Palais des Sports du stade 28 septembre de Conakry. Le président Alpha Condé s'est recueilli sous la dépouille mortelle de celui qui fut appelé le Brésilien d'Afrique à cause de ses qualités techniques exceptionnelles. Le geste du chef de l'État est la manifestation de la reconnaissance des hauts faits et des exploits réalisés par feu Papa Kamara pour le rayonnement du football guinéen. Des exploits inédits qui ont contribué à écrire la glorieuse histoire de la jeunesse guinéenne en Afrique, des années 60 à 90, au nombre desquels ce 13e but marqué contre le ASFC de Ghana, alors que les deux équipes étaient en égalité de score, 2 buts partout. Le discours du ministre des Sports, au nom du gouvernement et du président de la République, en fait foi. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et au nom du peuple de Guinée tout entier, nous adressons les condoléances à la famille biologique ainsi qu'à celle sportive. Sportif de haut niveau, haut cadre de l'État, Papa Kamara, après avoir pratiqué les sports de main tels que le basketball, le volleyball et le tennis de table, le destin va le fixer définitivement dans le football, avec lequel il fera corps avec ses premiers clubs comme BIC, Bande internationale du centre, ensuite Anglebert, les terrains de fortune comme la cour de la cathédrale de Conakry, celle du château d'eau, la piste, le bord des mers à la plage Péronnet et plus tard le stade de la Mission. Talané aux prouesses techniques exceptionnelles, Papa Kamara, à l'instar de certains de ses copains, vont être vite repérés par l'entraîneur Boudaï qui, avec l'encadrement guinéen, ne tarderont pas à coopter le jeune dans l'équipe Espoir de Guinée, futur relève et ossature de la sélection nationale de football. Le discours de Chérif Suleiman est captivant. En 1972, lors de la première rencontre entre le Simba de Kampala et le AFIA Football Club de Conakry, nous étions à la mi-temps à 2 buts partout et nous étions en difficulté, on était embarrassés. On a fait un changement, Papa Kamara est rentré à la place Mori Kondé. Et les actions qu'on avait répétées pendant les entraînements, heureusement, cette situation s'est présentée sur le terrain. Et quand il y a eu coup franc, il y a eu beaucoup qui voulaient tirer le coup franc. Mais Papa a insisté, il a dit ce sont des répétitions que nous avons eu à faire. Donc on va exécuter aujourd'hui, c'est une occasion. Le premier coup franc, il l'a tiré sur la tête de Chérif Suleiman et c'était le 3e but. Ensuite, une autre situation similaire du côté droit, il a encore effectué la même chose et Jolia a marqué le 4e but.
Le discours de l'Association des anciens internationaux de Guinée est un appel pour une grande attention en faveur des célébrités de la République. Notre Papa Camara, je dis notre, car Nabil Camara de son vrai nom, comme beaucoup d'autres, de par ce qu'il a fait pour sa nation, dépasse le cercle de sa famille biologique, des frontières de sa Guinée pour transcender celles de l'Afrique et se propager à travers le monde. Né en 1953 à Dakar, de feu Mohamed Camara, originaire de la ville de Kindia, et de feu Hadja Fatou Dina Camara, originaire, elle, de Kanfarandé dans la préfecture de Boké, feu Nabila Camara Papa a laissé une fille âgée de 26 ans du nom de Mafatou Camara. Au nom de la famille biologique, le petit-fils de feu Papa Camara, Ossé Camara, a fait une brève allocution. Avec une profonde douleur et les yeux pleins de larmes que je me tiens devant vous pour dire au revoir à notre grand-père, père, oncle, fils et époux, et non un adieu, parce qu'on se retrouvera à l'au-delà. Il faut rappeler que de nombreux témoignages des journalistes sportifs et autres connaisseurs du football guinéen ont été lus pour vanter les mérites et les hauts faits de Nabila Camara Papa. Au terme de la cérémonie, un dernier tour d'honneur a été organisé au stade du 28 septembre où feu Nabila Camara Papa a écrit en lettres d'or sa participation à la marche glorieuse de la Guinée dans l'histoire des compétitions sportives d'Afrique, le football en particulier. Repose en paix, Papa Camara. L'actualité nationale, c'est aussi le lancement de l'opération de distribution d'équipements et matériels médicaux aux structures sanitaires du pays. La campagne se fixe pour défi de relancer le système de santé après l'épidémie d'Ebola qui a mis à nu la faiblesse des structures sanitaires du pays. Sori de Kera. À Manéa, dans la préfecture de Koya, voici le nouveau site de construction de la nouvelle centrale pharmaceutique du pays. Ici sont stockés des équipements et matériels médicaux composés de mobilier de bureau, d'équipements pour la bonne pratique des soins, ainsi que du petit matériel technique d'appui. Par ce geste, le gouvernement, à travers le budget national de développement, entend répondre à l'une des exigences du vaste programme de relance du système de santé post-Ebola. C'est pour la première fois qu'une telle quantité d'équipements est acquise en une seule fois et va être distribuée vers les structures sanitaires. C'est dire vraiment toute l'attention que le président de la République porte au secteur de la santé. Si un équipement est envoyé vers une structure sanitaire et qu'une mission de supervision s'y rend et qu'on ne trouve pas cet équipement, vraiment c'est zéro tolérance, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'intervention. En tout cas, la rigueur de la loi s'appliquera sur les sites où on ne trouverait pas cet équipement. Le coût d'achat de ces équipements est estimé à 59 milliards de francs guinéens. La distribution se fera en fonction du niveau des besoins des structures. La zone de l'Union européenne qui est en Guinée forestière, une partie de la moyenne Guinée qui est occupée par la Banque mondiale pour lesquelles il y aura des équipements. Donc toutes les autres zones qui n'ont pas d'appui technique vont être les bénéficiaires. Ce sera dans la région de Boké, de Kindia, de Farana, de Kankan et de Labé majoritairement. Et on a demandé à chaque DPS d'identifier 2 centres de santé prioritaires qui vont être bénéficiaires des structures. Au-delà des zones d'exclusion, tous les hôpitaux préfectoraux vont avoir un kit d'équipement. Au regard du volume du matériel, la distribution correcte reste une priorité. Chargée de la mise en œuvre de la logistique intégrée du ministère de la Santé, la pharmacie centrale de Guinée semble mesurer le poids de cette responsabilité. Nous recevons un plan de distribution du ministère de la Santé et je puis vous rassurer que les premiers camions qui vont partir aujourd'hui sont accompagnés par des convoyeurs techniciens qui, à leur tour, vont installer ces équipements dans les différentes structures sanitaires et je puis rassurer également toutes les structures bénéficiaires qu'elles auront leur dotation en bonne et due forme. Pour l'acheminement des équipements, les premiers camions de transport sont partis du site de stockage pour l'intérieur du pays.
Selon la Direction nationale des établissements hospitaliers, la distribution sera immédiatement suivie des missions d'inspection dans les différentes structures bénéficiaires. C'est une campagne d'information des citoyens sur les acquis du pouvoir. Et à Kaloum, le collectif des femmes et jeunes pour la paix renouvelle son soutien au programme de société du président de la République qui ne s'est pas fait compter l'événement. Images et témoignages dans ce reportage de Mohamed de Camara. À l'image des autres communes de Conakry, les œuvres de la Troisième République sont magnifiées à Kaloum. Militants et sympathisants du parti au pouvoir sont massivement sortis pour apporter leur soutien aux idéaux du changement incarnés par le professeur Alpha Condé. Touché par cette marque de sympathie des Kaloumka, le professeur Alpha Condé s'est joint à la fête. Une manière pour lui d'encourager les initiateurs de ces rassemblements qui visent à promouvoir les acquis de la Troisième République. La construction des barrages hydroélectriques de Caleta et de Souapétit en construction dans l'intérêt supérieur de la nation et tant d'autres chantiers dans le domaine routier. Sans citer la relance de la diplomatie guinéenne et j'en passe. Pour tous ces acquis, nous vous disons merci et nous vous réitérons notre engagement à vous soutenir sur tous les fronts de combat. La jeunesse de Kaloum, par ma voix, vous soutient et vous demande de renforcer et poursuivre votre implication coutumière pour la promotion et l'employabilité des jeunes guinéennes de toutes catégories. Les responsables politiques et administratifs de Kaloum, présents à la cérémonie, apprécient la démarche des organisateurs qui concourent à informer les citoyens des réalisations du pouvoir en place. Le collectif des jeunes qui ont initié ce programme, nous les avons soutenus. Vous avez vu combien de fois l'enthousiasme de la population de Kaloum y est. C'est parce que le professeur Alpha Condé nous a donné tout. Il nous a honorés. Il vient de nous donner 5 barques. Ces 5 barques-là, c'est pour les femmes et pour la jeunesse. Donc ce qui est là, c'est une réalité. Le professeur est en train de travailler non seulement pour la jeunesse, mais pour les femmes. Ces meetings politiques dans les 5 communes de Conakry est aussi saisi comme une occasion de remobiliser les militants du RPG Arc-en-Ciel en vue des prochaines échéances électorales qui pointent à l'horizon. Au même moment, à Guékédou, les soutiens au RPG Arc-en-Ciel se renforcent. Un tournoi doté du trophée du président Alpha Condé a regroupé les 9 sous-préfectures de la ville et la commune urbaine. La finale a opposé ce samedi l'équipe de Fangamadou à celle de Bolodou et a mobilisé des centaines de jeunes et tous les préfets de la région ainsi que le gouverneur de Zérékoré sous le parrainage de Abraham Richard Kamano, directeur national du budget. Score final, 1-0 en faveur de l'équipe de Fangamadou, sacrée championne du tournoi au stade Tchendena Badouno. Je vous amène à Kindia. Là-bas, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle réactualise ses statistiques. Un rapport des activités de 2016 à 2017 est établi par des cadres des services centraux et déconcentrés. L'objectif est d'identifier des pistes de solutions aux défis du département. Regardons ce reportage de notre envoyé spécial à Kindia, Moussa Komara. C'est officiel. Le service des statistiques et planification du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle présente le rapport d'analyse du département 2016-2017. Un bilan exhaustif qui révèle une forte augmentation du nombre d'établissements depuis 2008. L'effectif des apprenants est également passé de 17 638 à 35 199, soit une augmentation de 49% chez les filles. Seul bémol, certaines zones restent défavorisées. Par exemple, la région de l'Abbé, toutes les écoles techniques et professionnelles se sont concentrées dans la préfecture de l'Abbé. L'Elouma n'en a pas, Mali n'en a pas, et les autres préfectures de la région de l'Abbé n'en ont pas. C'est pour interpeller le département de penser aussi aux autres préfectures du pays. Le rapport met en lumière un déséquilibre entre les secteurs tertiaires, secondaires et primaires. Le secteur primaire reste le parent pauvre dans tout le pays. Il a été fait le constat dans ce rapport que les écoles nationales d'agriculture et d'élevage ont des effectifs maigres, alors que
c'est le tout premier secteur de croissance en matière d'emploi en République de Guinée. Donc il est bon que les décideurs le sachent, que les utilisateurs le sachent, que les gestionnaires de formation professionnelle et technique le sachent pour prendre des dispositions conséquentes à l'effet de vendre l'image des écoles nationales d'agriculture et d'élevage pour susciter l'engouement des jeunes à se former dans ces institutions. Améliorer l'accès des étudiants aux écoles professionnelles, la qualité de la formation en fonction des besoins du marché de l'emploi ou encore favoriser la création de l'auto-emploi. Les défis sont des tailles pour le ministère. Ce rapport qui est validé ou qui du moins a été amélioré aujourd'hui, qui sera validé, nous tient à cœur parce que ça nous permet de comprendre exactement d'abord la cartographie de notre système, ensuite savoir quels sont dans ces écoles-là les effectifs tant en enseignant, en apprenant et même les équipements. Ce document pourrait être un outil important dans la recherche des performances au ministère de l'enseignement technique et professionnel. Séance tenante, ce rapport d'une quarantaine de pages est validé. Ils sont devant la presse nationale et c'est pour eux l'occasion de faire le bilan annuel des inspections. Les cadres de l'Office national de contrôle sanitaire des produits de la pêche veulent améliorer le suivi et évaluation des points de vente et autres centres de conservation et de traitement des produits de la mer. Falilou Diallo a suivi pour nous cette conférence de presse. La conservation, la qualité et l'hygiène sanitaire des produits halieutiques, voilà quelques domaines d'intervention de l'Office national des produits de pêche. En 2017, 80 audits ont été effectués dans une vingtaine d'établissements, plus de 1000 bateaux de pêche et des inspections effectuées dans les ports de pêche artisanale, débarcadères et autres sites de transit des produits de la pêche. Nous sommes en train d'équiper nos inspecteurs. Nous devons faire 12, nous devons leur donner 12 motos, mais on a déjà 6. On compte encore à acheter d'autres pour les inspecteurs et leur trouver des mallettes d'inspection parce qu'ils donnent des thermomètres, mais il leur faut une mallette dans laquelle il y a beaucoup de tests rapides. Après la sortie de la Guinée de la liste des pays non coopérants avec l'Union européenne, des mesures drastiques ont été prises pour améliorer la crédibilité des produits halieutiques en provenance de Conakry. Toute chose qui a permis de renouer avec plusieurs organismes évoluant dans le secteur. Avec la reprise des exportations, l'Union européenne nous a appuyés par une expertise, une assistance technique. Avec cette assistance technique a fait 4 missions en Guinée. Elle a évalué le système et nous a fait des recommandations. Nous travaillons sur ces recommandations. Pour être plus opérationnel sur le terrain, l'ONSPA plaide pour le renforcement de la mobilité de ses inspecteurs, ainsi améliorer la sécurité alimentaire et les recettes liées à l'exportation des produits de pêche. Je vous l'annonçais en titre, c'est devenu une lutte quotidienne pour les groupements de l'AB, l'autonomisation des femmes. Le défi est de leur donner les moyens de participer pleinement à la vie économique dans tous les secteurs. Comment gagner ce combat? À Fougou et Kona, dans la région de l'AB, une campagne touche des centaines de femmes. Regardons ce reportage de notre équipe sur place, Sarafdine Diallo, Younoussa Tawel Kamara. Ce groupe électrogène d'une capacité de 15 kVA est désormais une source de revenus pour le groupement des femmes de Fougou dans la préfecture de Mali. Son installation a permis aux populations de bénéficier du courant électrique à domicile. L'argent collecté à la fin du mois permet aux femmes de se prendre en charge. Quelques mois après le lancement du projet, les donateurs viennent pour cerner le mode de gestion du groupement. Aujourd'hui, chacune de ces plateformes est gérée par les comités de gestion qui ont ouvert des comptes. On est parti de ces constats pour mettre des plateformes en place afin d'alléger les travaux ménagers pour les femmes et pour aider la femme à se tirer économiquement de cette souffrance-là en vue de contribuer au développement économique de sa collectivité. Depuis l'installation de ce groupe électrogène à Fougou, les populations chargent leur téléphone sur place et suivent les informations à travers leurs petits écrans. Et certains produits locaux sont également transformés sur place. Vraiment, je suis très ravi de cette électrification. Je vois maintenant ma chambre électrifiée. Je peux charger là-bas mes téléphones. J'en ai 2. Ça a beaucoup d'avantages. Bon, il y a le tableau ici à côté. Je peux réviser ici tous les enfants d'à côté. Avant, je révisais avec des lampes torches. Maintenant, on a la lumière.
Nous sommes très ravis de ça. Dans le temps, les femmes, quand il y avait des cérémonies, vous savez, là, il faut utiliser beaucoup de denrées. Donc maintenant, avec la plateforme, l'arrivée de la machine là, depuis qu'elle est installée ici, les femmes sont soulagées. Il y a aussi, maintenant, on a le secteur électrique. Les gens sont en train de s'abonner. C'est la première fois dans l'histoire à Kona. Nous sommes vraiment contents de ça. Cette initiative de PNUD est un ouf de soulagement pour l'ensemble des habitants de la localité de Fougou qui peuvent désormais se recréer la nuit. Les chiffres sont de l'UNICEF. Près de 250 000 enfants sont engagés dans une activité économique dans le monde où ils sont exploités. Plusieurs sites d'exploitation artisanale de l'or, par exemple, vivent de la force des enfants et font un travail dangereux pour leur santé. La situation interpelle le club des jeunes filles leaders de Cancan. Son combat, lutter contre l'exploitation des enfants. Et dans la ville, le message est transmis dans les grands marchés. Notre correspondant dans la région suit pour nous cette campagne. Le point avec Fodé Bangali Fofana. Dans les rues et surtout dans les marchés, des enfants ambulants portant des assiettes ou tenant en main des objets ou des petits condiments à vendre. Un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur ici à Cancan. Il n'est pas rare de rencontrer aussi des enfants charretiers passant toute la journée à pousser pour n'obtenir le soir que des sommes dérisoires comme fruit de leur labeur. Lutter contre cette forme d'exploitation économique des enfants, c'est l'un des objectifs de ce club des jeunes filles leaders de Cancan. La Convention relative aux droits de l'enfant, en son article 32, stipule que les États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant de risque ou susceptible de nuire à sa santé, de compromettre son éducation, de nuire son développement physique, moral, spirituel, mental. Et donc, ce noble engagement de notre gouvernement à respecter et à faire respecter nos droits. Mais nos droits continuent d'être bafoués quotidiennement par nos parents. Pourquoi ça? Porteuse de ce message, cette caravane de sensibilisation du club des jeunes filles leaders de Cancan a tenu à braver le soleil pour venir expliquer sur les marchés d'Ibida et Soubé, dans les différentes langues et à travers une scénette, les conséquences de telles pratiques sur l'avenir de ces enfants économiquement exploités. À travers ces sensibilisations du club des jeunes filles leaders, nous espérons que nos mamans changeront de comportement pour plus améliorer l'avenir de nos frères et de nos sœurs. L'exploitation économique des enfants, un phénomène contre lequel il faut lutter. Malgré l'unanimité de cette affirmation, on ne parvient toujours pas à éradiquer le phénomène qui est en expansion. Pendant ce temps, à Conakry, les fils du Manding se mobilisent pour renforcer la stabilité dans le pays, l'occasion de passer des messages qui rassemblent sur la tolérance ethnique et politique. Maurice Sidibé nous en dit plus. Une journée inhabituelle au siège de la coordination du Manding. Les sages, les conseillers, les imams, des membres du gouvernement, des députés, les jeunes et les femmes se côtoient. Par le biais de cette retrouvaille, les fils de la contrée se donnent la main pour promouvoir la paix et maintenir le climat de stabilité dans le pays. Les principaux objectifs assignés à notre structure pour l'accomplissement de sa mission seront entre autres l'unification de tout le Manding, la création d'une plateforme de concertation et de résolution des conflits et problèmes, la création et la formation de l'emploi jeune, le soutien inconditionnel du programme de changement amorcé par le professeur Alpha Condé depuis 2010. La troupe culturelle et artistique Kouroukanfouga, à travers des prestations, rappelle la solidarité et l'harmonie qui ont toujours caractérisé le Manding depuis la nuit des temps. Les griots et les doyens donnent des enseignements sur les hauts faits des grands hommes du Manding en vue d'amener la nouvelle génération à s'en inspirer. Là, je ne suis pas là en tant que membre du gouvernement, je suis là en tant que ressortissant d'une localité qui est dans le Manding et sur invitation donc de l'organisation, je suis venu voir de quoi on parlait, faire un peu une introspection, me mettre au courant des valeurs et de tout ce qui concourt à renforcer les liens sociaux. Le Manding est une terre de paix. L'histoire du Manding, c'est Kouroukanfouga. C'est l'organisation
c'est la réconciliation, c'est la compassion, c'est la solidarité. C'est ce qui doit nous caractériser, surtout le travail. Ce grand rassemblement est organisé par le bureau de la coordination du Manding à Conakry. Créé en 1985, ce bureau a en son sein 25 membres. Au-delà des questions de paix, ce bureau œuvre aussi pour la promotion des valeurs culturelles de la contrée. Partons à Kindia. Là-bas, et vous allez le voir, les forêts classées sont en danger. Un réseau local d'organisation de la société civile se crée pour aménager les forêts périurbaines et diminuer les risques liés à la dégradation de certains sites comme la forêt de Koukou, où l'action de l'homme contribue à détruire ce patrimoine forestier. Voyons tous là en image avec notre reporter Tchernos Mandialo. Des 72 hectares de forêt qui existaient ici à Koukou dans Kindia, il ne reste plus qu'une vingtaine. Une forêt périurbaine classée depuis 1943 où il ne reste plus grand-chose. Sous la pression démographique d'une ville en pleine croissance, la forêt disparaît progressivement, laissant place aux habitations. La société civile monte au créneau et tire la sonnette d'alarme. Un consortium d'organisations fait de la protection de cet espace sa priorité. À Conakry, ces acteurs entament auprès du ministère de l'Environnement des plaidoyers pour sa restauration. Il y a des services de l'État qui donnent des documents et des parcelles à des citoyens dans des forêts classées. Alors que l'article 38 du Code forestier l'interdit. Il faut un décret du président de la République pour déclasser une forêt et la classer. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc c'est ce que nous avons signifié ici et que les responsables chargés de l'administration du territoire aussi doivent s'impliquer dans la gestion de ces forêts puisque le problème de l'environnement est un problème transversal. La forêt de Koukou n'est pas la seule forêt périurbaine menacée de disparition dans la région de Kindia. 10 autres sites écologiques de ce genre sont répertoriés par ces acteurs comme nécessitant une protection urgente. Un constat établi suite à une mission appuyée par le programme d'appui à la société civile. Les résultats de l'enquête interpellent les parlementaires et le corps des conservateurs de la nature. L'Assemblée nationale, au nom de notre président, M. Kolo Kondiano, nous serons de leur côté afin de trouver une solution durable à ce facteur qui est la vie ou la mort. Et nous voulons vivre, donc il faut résoudre ce problème de forêt parce que nous déforestons chaque minute, chaque jour, chaque mois et chaque année. Les forêts périurbaines sont menacées de disparition. Ça, c'est au niveau de toutes les préfectures, il faut le reconnaître. Et pas seulement les forêts périurbaines, les forêts classées, et la forêt dans son ensemble. C'est regrettable qu'il y a toujours des incursions et des actions à l'intérieur des forêts classées sans aucun acte. Dans les villes, les forêts périurbaines jouent un rôle important. Leur protection est un défi majeur pour lutter contre l'avancée du désert et améliorer le cadre de vie dans les cités. Mais avec l'urbanisation galopante, leur avenir est compromis. Musique, et ça va faire du bien à tout le monde, c'est la consécration pour ce jeune artiste, chanteur et compositeur qui s'impose depuis des années comme le boss du R&B en Guinée. Son talent traverse les frontières nationales et vous le connaissez, on l'appelle Soulbanks. C'est le numéro 1 du top 5 de la musique guinéenne de la 8e édition de Podium Magazine. L'opus baptisé album Cosmopolite a séduit les promoteurs culturels du pays qui font de lui le meilleur chanteur guinéen de 2017. Le récit avec Mamadou Saliba. L'album Cosmopolite de Soulbanks, distingué, composé des mélanges de sonorités guinéennes, il est choisi par les promoteurs culturels parmi 10 autres albums produits par des stars de la musique guinéenne. Devant des hommes de culture et ses fans, l'artiste chanteur reçoit le 8e prix top 5 du meilleur chanteur guinéen pour l'année 2017. Tout quand je commençais à faire la musique, je me demandais plutôt est-ce que je pouvais avoir ne serait-ce que 5 personnes pour apprécier ce que je fais comme musique. Si aujourd'hui comment vais-je dire cela, je suis envahi par des prix, c'est un honneur et ça m'encourage davantage à travailler.
Organisé par le premier journal culturel guinéen Podium Magazine, le top 5 du meilleur chanteur guinéen crée l'émulation entre les artistes chanteurs depuis 8 ans. Cette 8e édition a été l'occasion pour Podium Magazine de rendre hommage aux promoteurs culturels guinéens. Globalement, je suis très satisfait de la soirée parce que nous avons fait un petit clin d'œil de reconnaissance à beaucoup de promoteurs. Vous avez dû le voir, c'est même historique. Des gens qui étaient oubliés, qu'on a sorti un peu des tiroirs pour les récompenser. Premier journal culturel guinéen, Podium Magazine accompagne les hommes de culture depuis 17 ans. Il a décerné des prix à plusieurs stars de la musique guinéenne. Cette année, 10 chanteurs étaient en compétition comme Degdi Fostri, Sayun Kamara, Sonatata. Le lauréat Soul Banks est choisi grâce à l'originalité de ses chansons dans son album Cosmopolite. À Total, c'est une tradition depuis 3 ans de récompenser ses meilleurs chauffeurs et la meilleure société de transport des hydrocarbures. Pour l'année 2017, les champions sont connus, mais qui sont-ils? Ousmane Ba nous les présente. Suivez. À travers le prix Challenge, Total récompense ses meilleurs collaborateurs, chauffeurs et sociétés de transport des hydrocarbures. Une façon de célébrer l'excellence et créer l'émulation dans le secteur afin de sécuriser davantage les produits et surtout de préserver la vie humaine. Le nombre d'accidents est en réduction significative. Il a été réduit de plus de 50% par rapport à 2016. Ça ne veut pas dire en fait qu'il faut s'endormir. Au contraire, même un accident c'est quelque chose de trop. La perte d'une vie humaine, je n'en parle même pas. Donc le constat est pour l'instant satisfaisant dans la mesure où il y a du progrès, mais ce progrès en fait est pour l'instant fragile et nécessite encore de redoubler de vigilance et de redoubler d'efforts. Nous avons mis des mécanismes en place pour que chaque chauffeur soit suivi depuis le départ de Conakry jusqu'à arriver à destination, qu'il soit suivi et cela par tous les moyens. Dieu merci, la nouvelle technologie est là aujourd'hui pour nous aider. À savoir si un chauffeur qui est dans une rase campagne, il se dit, bon, allez, moi je suis en rase campagne, je peux mettre les 100 à l'heure. Non, il y a des appareils qui détectent dès qu'il dépasse les 50 km, non seulement le véhicule signale, mais au siège, dans nos différents sièges, c'est connu. Tout de suite, on est à mesure d'interpeller le chauffeur pour lui dire attention, tu es à 50 km, tu es à 55 km, tu es à 60 km, parce qu'il est suivi en temps réel. Après la distinction des 3 meilleurs chauffeurs de chaque mois sur la période de juillet à novembre 2017, le prix de meilleur chauffeur de l'année revient à Mamadou Saliou Baldé de la société de transport IODA. C'est ce que je voulais, parce que l'année 2015, j'étais deuxième. L'année 2017, j'ai été le meilleur chauffeur de l'année. Je demande aux chauffeurs de fournir beaucoup d'efforts. Si l'année prochaine, eux aussi vont avoir. Je remercie tous mes collègues chauffeurs. Je remercie Total, nos formateurs. Je remercie notre parc Yoda. Le prix Challenge Chauffeur existe depuis 3 ans. Il a façonné les chauffeurs de sorte qu'ils fassent attention à chaque mètre de leur parcours. En 2017, il y a eu moins d'accidents avec aucune perte en vie humaine. On termine avec le best-of des sujets de notre rédaction. Depuis le 1er janvier, passage à 2018 en feu d'artifice, la première liaison Fria-Conakry, pareil. Depuis 4 ans, un fonds pour freiner l'immigration chez les jeunes, le mur de méfiance qui tombe entre pouvoir et médias, mais aussi la disparition de l'une des étoiles les plus brillantes du football guinéen, Papa Camara. Les images sont commentées par Aboubakar Camara. Les toutes premières secondes de l'année 2018 sont colorées dans le ciel de Kamsar. Un feu d'artifice inédit dans cette sous-préfecture pour marquer le passage au nouvel an avec une population fortement regroupée pour vivre cet instant offert par la compagnie des bauxites de Guinée. C'est une occasion aussi pour nous de montrer que la population de Kamsar et la CBG, nous ne faisons qu'un, nous devons nous donner la main, comme je le disais toujours, afin de travailler dans la quiétude, parce que le désordre et les soulèvements populaires ne profitent à personne.
L'année 2018 s'annonce avec la mise en œuvre d'un programme national d'emploi jeune doté d'un budget de 100 milliards de francs guinéens. Programme voulu et initié par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Le chef de l'État a annoncé cet ambitieux programme ce jeudi 4 janvier 2018 lors de cette cérémonie de présentation à lui des vœux du nouvel an par des corps constitués. Les peu de ressources que nous avons, nous devons les utiliser au profit des couches les plus vulnérables, c'est-à-dire les jeunes, les femmes, les paysans, etc., non pas pour une minorité. Et cela est fondamental dans la gestion. C'est pourquoi nous allons lancer à partir de ce mois un grand programme d'emploi de la jeunesse. Nous avons déjà créé une banque avec un capital de 100 milliards. Nous avons commandé tout un ensemble d'outils en Chine, au Brésil, etc. Le président Lula a pu sortir en 10 ans 40% des Brésiliens de la misère. Donc s'il y a la volonté, nous aussi, nous pouvons sortir notre jeunesse et une bonne partie de notre population de la misère. Le déjeuner est offert par le président de la République à la presse nationale et étrangère. Dans une ambiance festive, ces professionnels de médias ont échangé avec le chef de l'État, professeur Alpha Condé, sur un certain nombre de problèmes, notamment la liberté de la presse, la préservation du tissu social, bref, des acquis démocratiques. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de mer entre nous ni de montagne. Alors, mais il faut qu'on ait le même objectif, c'est-à-dire l'intérêt du peuple guinéen. Qu'on ait le même objectif. L'objectif du président de la République est de donner à ce quatrième pouvoir qu'est la presse les moyens nécessaires dans le but de jouer pleinement son rôle, celui d'informer le public en toute responsabilité. Depuis avril 2012, il n'était plus arrivé au port de Conakry. Après 144 km de traversée, le train Roussal-Frigia est à son terminus et prouve ainsi la réhabilitation du chemin de fer. Une nouvelle étape dans le processus de relance de l'usine. Le président de la République a promis aux populations de Frigia que l'usine va redémarrer. La cérémonie d'aujourd'hui marque, je ne dirais pas le point de démarrage de l'usine, mais ça marque un jalon important. Ça veut dire que le chemin de fer est fonctionnel et nous serons à la livraison du chantier au mois d'avril, Inch'Allah. Un véritable suspense règne actuellement au stade du 28 septembre. C'est de Babangoura, Papa Camara, qui envoie une balle en direction de Bangali Silla. Bangali Silla donne à Papa qui tire et marque. Papa Camara est congratulé. Il vient de réussir un très grand exploit en réussissant au troisième but pour le Afia Football Club de Conakry. Un but qui pratiquement donne la coupe à l'équipe championne de Guinée. À la tête d'une génération douée, Nabilaye Kamara a écrit les plus belles pages du football guinéen. Le trophée qu'il a offert à la Guinée a été le sacre le plus célébré dans l'histoire du cuiron dans notre pays. Au-delà du triomphe sportif et l'apothéose suscitée, ce fut un exitoire social et politique, une détente dans le pays. Des prisonniers politiques seront libérés, les relations diplomatiques rétablies avec des pays voisins. Le soleil de Papa Camara brille sur la Guinée et l'Afrique. Commencé comme tout jeune à l'époque, par le football de rue, avec des ballons qu'on confectionnait tout et tout, jusqu'à ce qu'il y ait eu dans notre quartier un grand magasin qu'on appelle à l'époque Innovation, où il y avait les ballons, quelques équipements de football, quelques équipements sportifs. Donc c'est à partir de ça qu'on a commencé à jouer avec les véritables ballons. Je suis dans l'émotion. C'est un peu difficile pour moi, c'est un peu difficile. Je sais ce que papa a représenté. Je me rappelle lors du triplé, c'est moi qui lui ai donné la dernière passe et il a marqué le troisième but.
et le peuple de Guinée était heureux. C'est ce jour qu'on a vu Sékou Touré. Et Dieu merci, aujourd'hui il est parti. Dieu a donné, Dieu a repris. Je ne saurais vous dire, je suis dans l'émotion. Très habile de la main dans les sports de tennis de table et de basket, la venue de Papa Camara au football, par les conseils de son beau-frère, a offert aux mordus du cuiron de sa génération des spectacles qui allient élégance, efficacité et simplicité. Ex-sociétaire du AFIA 77, triple champion d'Afrique et ex-joueur du Sili national de Guinée, la mort de Papa Camara touche plus d'un. Nous nous sentons redevables. Ce que ces jeunes ont fait pour ce pays dans une période extrêmement difficile, pour relever vraiment le niveau de notre football, mais également pour, je dirais, relever le côté, si vous voulez, nation que nous étions dans cette période trouble. Cette équipe a été exceptionnelle. Elle a été fantastique. Elle a donné à la Guinée toute sa fierté dans le domaine du sport, mais même des fois au-delà. Vous l'avez compris, c'était une compilation des meilleurs reportages traités par notre rédaction. Les sujets sont sélectionnés par Aboubacar Camara. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à la régie, au cadreur Fodé Mamoudou Souma, Robert Bangoura, au réalisateur Mamadou Saliouba, Lancé Koulibaly et à toute l'équipe de la rédaction ainsi qu'à nos téléspectateurs, notamment de New York, Kananga et Gekedou. Bonsoir et à très vite.